Voici le deuxième panneau de ce triptyque qu'en cette fin de 2018, je consacre aux institutions carolingiennes. Dans le cours précédent, j'ai tenté de dresser un tableau général des institutions de cette époque et j'avais annoncé à ce moment que j'allais aborder dans un second temps, ce que je vais faire aujourd'hui, l'administration de l'Empire, mais dans le cadre provincial. Il sera donc question des comtes et des comtés. On a souvent, et sans doute à tort, comparé les comtes à des préfets et les comtés à des départements. Ce serait oublier que un préfet, aujourd'hui en France, dispose de beaucoup moins de pouvoir que n'en avaient les comtes il y a maintenant 1200 ans. Je vais y revenir. Qu'est-ce qu'un comté ? Il faut d'abord bien distinguer le terme comitatus, donc comté, du terme civitas, du terme pagus et du terme Gau, qui en allemand est synonyme de pagus. Un comte ou grafio est un fonctionnaire, et je dis bien un fonctionnaire, de l'Empire carolingien. Un comitatus, ce n'est pas seulement le territoire sur lequel le comte exerce son activité de fonctionnaire, mais c'est aussi l'ensemble des pouvoirs qui lui ont été délégués. Combien y avait-il de comtés ? Il est très difficile d'en avoir une idée très précise, sauf peut-être pour le début du IXe siècle, donc peu de temps avant le décès de Charlemagne, puisque pour ce moment-là, on dispose d'une description assez précise de 200 de ces comtés sur les 250 qui devaient certainement exister à ce moment-là. Je vous ai dit que j'allais tenter de définir ce que sont donc les comitatus, les pagus, ou plus exactement, ces mots devraient être mis au pluriel, bien sûr, donc le comitatus, le pagus, la civitas à l'époque carolingienne. Il faut distinguer le nord et le sud de l'Empire. Dans les régions qui ont été plus profondément romanisées, donc le midi de la France, le nord de l'Italie, comitatus est synonyme de civitas. Une civitas est une cité. C'était une circonscription administrative dans l'Empire romain qui faisait partie d'une provincia, d'une province, elle-même faisant partie d'un diocèse. Le mot diocèse, on le voit, ne doit pas être pris dans son sens ecclésiastique. Une civitas
correspond à un évêché. Pour le Sud, on n'a pas donc trop de difficultés. En revanche, quand on monte, spatialement parlant, sur une carte de l'Empire carolingien, la question est de savoir si un comitatus et un pagus se recouvrent exactement. Souvent, mais pas toujours. Le mot pagus a donné le mot pays en français. Il y a des comtés où il existe plusieurs pagis dans un comitatus, donc dans un comté. C'est le cas, par exemple, du comté de Brabant, qui est particulièrement vaste. De la même manière, dans les pays germaniques, un comitatus peut regrouper plusieurs pagis, le mot pagus étant synonyme de Gau, G-A-U. Le mot Gau se retrouve d'ailleurs encore, vous en avez certainement entendu parler, des circonscriptions à l'époque nazie. On parle de Gauleiter. Donc, dans les parties germaniques de l'Empire, il y a des Gau qui sont tellement petits que par définition, ils doivent être regroupés dans un comitatus. J'en arrive maintenant à la définition des activités des comtes. Successivement, je vais aborder tout à fait logiquement d'abord les compétences de ce dernier. Je vais tenter de voir dans quelle mesure le comte était entouré d'autres fonctionnaires. Dans un troisième temps, j'aborderai ses revenus. Dans un quatrième temps, il sera question du contrôle du pouvoir central sur ses activités. Et enfin, en dernier lieu, j'aborderai l'aspect sociologique, c'est-à-dire la place, la position qu'il occupe, ce comte, dans le territoire dont il a la charge en tant que fonctionnaire. J'aborde donc tout d'abord ses compétences. Un comte, et je l'ai évoqué tout à l'heure en indiquant qu'il ne fallait pas se précipiter lorsque l'on veut faire une comparaison entre d'une part les compétences d'un préfet aujourd'hui, un préfet de département, et d'autre part les compétences qui étaient celles des comtes à l'époque carolingienne. En effet, le comte carolingien représente le roi des Francs, donc l'empereur après 800, dans toute sa souveraineté. Autrement dit, il exerce tous les pouvoirs de l'empereur à partir de 800 dans la province, dans la circonscription administrative dont il a la charge. Ses pouvoirs sont d'abord militaires, et en la matière, ils sont extrêmement grands.
Il exerce ensuite des pouvoirs judiciaires, en troisième lieu des pouvoirs fiscaux, et pour finir des pouvoirs exécutifs dans certaines matières et des pouvoirs administratifs bien sûr. Commençons donc par ses pouvoirs, ses compétences en matière militaire. Le comte a pour mission de rassembler les hommes lorsqu'il s'agit de partir en campagne. Il a pour mission également de les commander. Sur le plan judiciaire, le comte préside le tribunal comtal, le tribunal provincial, ce que l'on appelle le Mallus, avec deux L. Il préside donc ce tribunal. C'est lui tribunal qui comprend les hommes libres du comté, c'est lui qui prononce la sentence, et c'est lui également qui est chargé de l'exécuter. La sentence peut consister en la perception de taxes et d'amendes diverses. Ensuite, sur le plan financier, on vient de voir, le comte a pour mission de lever toute une série d'impôts, donc de taxes, d'amendes, qui serviront d'abord à un usage local, et s'il reste un surplus, celui-ci sera transmis au trésor royal, donc pour le palais. Enfin, je vous ai dit que le comte est chargé de l'exécution d'un certain nombre de tâches qui relèvent de ce que nous appellerions aujourd'hui les travaux publics. Réfection des routes, par exemple. On voit que donc la fonction de comte est extrêmement importante dans l'organisation, dans l'administration, dans la gestion de l'Empire carolingien. Maintenant, le personnel. Dans le cours précédent, consacré aux institutions, d'une manière générale dans l'Empire, où je m'étais attardé aussi bien sur les institutions centrales, provinciales que locales, j'avais expliqué que le territoire de l'Empire est sous-administré. En effet, on a évalué l'encadrement à 3000 fonctionnaires pour l'ensemble de l'Empire, ce qui, aux yeux d'un moderne, aujourd'hui, apparaît tout à fait ridicule. On se demande comment un État pouvait fonctionner avec si peu de fonctionnaires. En fait, je vous ai donné un chiffre pour le début du IXe siècle, 250 comtés. Chacun de ces comtes était entouré de 10 ou 12 fonctionnaires. Je vais les citer dans quelques minutes. Ce qui fait que, pour l'ensemble de l'Empire, si vous faites bien le compte, 250 fois 10 ou 12, on arrive bien à un chiffre se rapprochant de 3000. Ce nombre est donc extrêmement restreint. Quelles sont ces
10 ou 12 personnages qui gravitent autour des comptes. Il y a tout d'abord, immédiatement autour de ces comptes, des notaires, parfois un ou deux, qui ont pour mission essentielle, parce que ce sont des individus cultivés, ou en tout cas qui connaissent un minimum de droit à une époque où il n'y a pas de faculté de droit, je le rappelle. Les universités sont bien postérieures. Pensez l'université de Bologne, la première et la plus prestigieuse université de droit, date du XIIe siècle, l'époque de la Renaissance du droit romain. Donc, des notaires, un ou deux, qui ont pour mission de rédiger les actes du compte. À côté de ce ou de ces notaires, le compte peut désigner, mais il faut évidemment qu'il y ait l'accord de l'empereur qui, lui, nomme ce personnage qui est juste à côté du comte, c'est son lieutenant, celui qui est le vicomte. Le mot vicomte vient du mot vice comes, donc le vice-comte. Il est nommé, il est désigné dans le cas de comtés qui sont très vastes, lorsque le comte ne peut pas être constamment présent. Lorsqu'il se déplace, il faut évidemment que l'administration suive, que l'exécution de ce qui a été décidé par l'empereur, de ce qui a été décidé, transmis dans les plets généraux du mois de mai chaque année, soit bien exécuté. Ensuite, ça c'est pour cet embryon, je dirais, d'administration provinciale, vous voyez que ça ne regroupe vraiment pas beaucoup de monde, au minimum, je dirais, 2 personnes, le comte et un notaire, et au maximum 4 personnes, le comte, 2 notaires et un vicomte. Donc vraiment, c'est réduit tout à fait à la portion congrue. Dans chaque comté existe l'équivalent de canton, donc des territoires qui résultent de la subdivision administrative du comté. Ces subdivisions, on les appelle des vicairies, on les appelle aussi des vigueries, ou on les appelle enfin des centaines, ayant à leur tête donc des viguiers ou des centeniers. Les compétences de ces personnages, qui sont des fonctionnaires subalternes par rapport au comte, ces compétences sont bien entendu beaucoup plus restreintes. C'est ainsi que si ces personnages, viguiers ou centeniers, peuvent présider un tribunal local, il va de soi qu'il ne peut s'agir que de juger des causes mineures. Autrement dit, pas de crime. Voilà donc pour le personnel. Nous allons passer maintenant au revenu du comte. Revenu parce que le comte, en fait, est d'abord, avant tout, un fonctionnaire, mais il peut posséder également d'autres éléments dans son curriculum. Je vais d'abord commencer par ce qui est l'essentiel de ses revenus, c'est-à-dire ses revenus en tant que fonctionnaire, en tant que comte, puisque comme comte, être comte, c'est un honneur.
Entendons-nous bien, le mot honneur ici doit être pris dans son sens technique de honor en latin. À une fonction est donc attaché des honores. Je vous rappelle que le terme honoraire existe toujours, mais il n'a plus tout à fait la même définition. En tant que comte, en tant que fonctionnaire, il a des revenus divers. Mais à côté de ça, à côté de ses revenus en tant que fonctionnaire, on va voir que le comte a également des revenus en tant que vassal royal, et il possède également des revenus en tant que propriétaire foncier dans son comté. Il s'agit donc, dans ce cas-là, de revenus privés, et non pas de revenus d'origine publique. Il faut bien distinguer les deux. Je commence donc, après avoir mentionné quels sont les trois types de revenus des comptes, je commence donc par ces revenus d'origine publique, donc les honoraires. Le comte perçoit tout d'abord des revenus sur des terres fiscales qui lui ont été accordées dans le comté et qui lui permettront donc de subvenir à sa fonction. Le terme fiscal doit être pris dans son sens premier, le fisc étant ce qui est du domaine royal, autrement dit du domaine de l'État. Recevoir des revenus d'origine fiscale signifie donc bien que l'on va avoir des revenus sur des terres qui appartiennent à l'État. À ces revenus de terres fiscales peuvent être adjoints des revenus qui proviennent de l'abbatiat laïque de certaines abbayes, autrement dit, de l'avouerie. À l'époque carolingienne, Charlemagne avait décidé que des terres appartenant à l'Église soient immunisées d'impôts. Autrement dit, l'abbé qui dirigeait l'abbaye était donc, si c'est bien, déclaré immuniste. Mais le statut des ecclésiastiques ne leur permettait pas d'exercer un pouvoir de type temporel sur leurs terres, sur les habitants qui habitaient leurs terres, et c'est ainsi que tout ce qui relevait du militaire ou de la justice était attribué par l'empereur à un laïc appelé avoué, advocatus en latin, qui a donné le mot avocat en français plus tard. Et c'est donc cet avoué qui exerçait les charges militaires et fiscales que l'abbé ne pouvait pas mener. En tant qu'avoué, le comte, si l'empereur lui avait attribué, en tout cas, cette avouerie, disposait donc de revenus complémentaires le temps de sa charge, donc toujours en tant que fonctionnaire. Deuxième type de revenu à côté de cette ère fiscale. Il y a les amendes de justice. J'ai évoqué ce sujet tout à l'heure lorsque j'ai expliqué
que le comte présidait le malus, qu'il prononçait la sentence, sentence qu'il était chargé d'exécuter, et qui pouvait prendre la forme de la perception de taxes ou d'amendes auprès, auprès du condamné. Je vous donnerai deux cas de ces amendes de justice. Premier cas, le comte percevait un neuvième de la composition due par le perdant dans une cause, dans une affaire judiciaire, à la partie gagnante. Donc lors d'un procès, et lorsque la sentence avait été prononcée par le comte, dans le malus. Donc un neuvième de la composition, donc de l'amende pour le perdant. Deuxièmement, le comte percevait également un tiers de l'amende si il n'y avait pas de comparution à la suite d'une convocation d'hommes libres lors de la réunion du tribunal provincial, donc le malus, ou lorsque un homme libre ne se présentait pas à une convocation lors de la levée des troupes. Alors vous allez dire, mais que deviennent les autres tiers ou les autres neuvièmes? Dans le cas de l'amende, lorsque un perdant devait la payer, il y avait une partie qui retournait, bien sûr, la plus grande partie retournait à celui qui avait gagné, et une autre partie, plus petite, partait, mais en tout cas elle était nettement supérieure à celle du comte, partait dans les caisses royales. Maintenant, lorsqu'il y avait non-comparution, là, puisqu'il s'agit vraiment d'une amende et non pas d'une composition, dans ce cas-là, les deux tiers partaient tout à fait logiquement dans les caisses du roi. Maintenant, troisième type de revenu sur le plan en termes en matière d'honores. Il y a les ton-lieux. Donc je vous ai parlé dans un premier temps des revenus sur les terres fiscales, dans un deuxième temps des amendes de justice, et maintenant je vous parle des ton-lieux. Alors qu'est-ce que sont les ton-lieux? Les ton-lieux, en fait, ce sont des taxes que l'on doit payer sur les marchés lors de l'usage d'une route provinciale, lors du passage sur un pont, à un sergent qui est là, qui est préposé pour percevoir cette taxe. Le mot ton-lieu vient lui-même d'un mot latin qui est teloneum, et en matière de ton-lieu, le comte percevait un tiers de ces ton-lieux, de ces taxes, sur les marchés ou dans les autres lieux que je viens de vous citer. Voilà, donc vous voyez que, en tant que fonctionnaire, le comte a trois sources de revenus, donc des revenus, je le répète, sur les terres fiscales, des amendes de justice et enfin des taxes de nature économique. Des taxes liées au commerce aussi. Nous passons maintenant aux deux dernières sources de revenus du comte. Le comte n'est pas seulement un fonctionnaire. Le comte, et j'en avais parlé lors de mon cours précédent, est vassal du roi. Je vous avais expliqué lors de ce cours que
le roi franc, donc l'empereur, ici en l'occurrence à partir de 800, ne peut fonctionner uniquement par le contrôle sur ses fonctionnaires. Il cherche, à une époque où les réseaux sont extrêmement lâches sur la surface de l'Empire, il s'agit de les resserrer, et Charlemagne a utilisé le système vassalique qui existait déjà en le renforçant de telle manière que ces fonctionnaires soient doublement liés à l'empereur. D'une part, mais à titre de membres de la fonction publique chargés de gérer et d'administrer un territoire, mais aussi en tant qu'homme, tout simplement, en établissant une relation d'homme à homme, supposant une prestation de serment, mais prestation de serment devant Dieu. Autrement dit, il ne peut être question pour le vassal de se dégager de cette relation. Donc, il y a un double lien entre Charlemagne et d'autre part les comtes. Et enfin, et justement, dans ce cadre-là, les vassaux, pour s'assurer de leur bon et loyaux service, profitent de ce que l'on appelle un bénéfice, beneficium, ce qui est bien étymologiquement. Et ce bénéfice, la plupart du temps des terres, produit des revenus, au même titre d'ailleurs que les terres fiscales dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais il faut bien distinguer les terres fiscales sur lesquelles les comtes perçoivent des revenus en tant que fonctionnaires, et d'autre part les terres qui sont un bénéfice reçu des mains de l'empereur pour la durée de la charge qu'occupent les comtes. Enfin, le comte est toujours un propriétaire foncier. Donc, on est très clairement dans une société de classe, faut-il le dire, et ces fonctionnaires ne sont pas issus de nulle part. L'empereur tient à s'assurer des fidélités sur le plan local, d'autant plus qu'on est à une époque où les communications sont rarissimes, extrêmement difficiles et très longues pour aboutir. Les comtes sont donc des grands propriétaires fonciers qui donc, en tant que tels, perçoivent des revenus sur leurs propres terres. Je passe maintenant au contrôle, que je viens d'évoquer il y a quelques minutes. Comment s'effectuait le contrôle de l'empereur sur ses hauts fonctionnaires? Premier type de contrôle, c'est la remise des comptes chaque année par les comptes de leur administration lors des plaids, P-L-A-I-D-S, les plaids généraux qui se tiennent au mois de mai. Les plaids sont des assemblées où l'empereur fait part de ses décisions. Ces assemblées, qui se tiennent une fois par an, rassemblent les hauts dignitaires de l'Empire, que ceux-ci soient laïcs, les comtes justement, ou qu'ils soient ecclésiastiques, donc qu'ils soient des évêques.
c'est-à-dire tout ce qui compte, le gratin, autrement dit, de l'Empire, ce qui constitue véritablement les cadres de l'Empire. Ça, c'est la première manière qu'utilise l'empereur pour contrôler ces hauts fonctionnaires. Ils doivent donc rendre compte chaque année de leur gestion. À côté de ça, il y a d'autres formes de contrôle. Il y a des contrôles plus discrets cette fois qui sont effectués et qui peuvent donner lieu à une correspondance directement entre l'empereur et les évêques. Il ne faut pas oublier qu'un évêque à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui seulement un membre d'une hiérarchie religieuse. Les évêques appartiennent, depuis d'ailleurs le Bas Empire, la plupart du temps, et même presque toujours, à l'aristocratie du cru. C'est la vieille aristocratie gauloise d'ailleurs, gallo-romaine, qui occupe les fonctions d'évêques. Les évêques sont en général des gens très cultivés, et à partir du IVe siècle, on peut dire qu'ils ont constitué l'ossature administrative de la fin de l'Empire romain et d'une bonne partie de l'époque mérovingienne, si pas de toute l'époque mérovingienne. Donc ce sont à la fois des cadres religieux, mais aussi des cadres administratifs. Encore faudrait-il considérer, ce qui serait de toute façon un anachronisme, que religion et politique appartiennent à des domaines différents. Dans mon cours précédent, j'ai bien expliqué que l'empereur lui-même est un roi prêtre, comme l'empereur de Byzance. Il se considère comme le chef de l'Église. Donc il ne faudrait pas projeter nos catégories modernes des sociétés laïcisées, des sociétés sécularisées d'aujourd'hui, catégories qui ne correspondent en rien à ce que furent les sociétés du passé, du moins, et même certainement en Europe occidentale. À côté des évêques, donc premier contrôle, c'est, je vous ai expliqué, la remise des comptes chaque année à l'empereur. Ensuite, il y a le contrôle discret de l'évêque de la civitas où le comte vit. Et enfin, vous avez une institution qui, elle, est bien connue des écoliers et des élèves de l'enseignement secondaire, ce sont les missi dominici. Littéralement, ça signifie les envoyés du maître, donc les envoyés de l'empereur. Il s'agit en fait d'inspecteurs généraux qui ont pour mission, dans le cadre de charges itinérantes, de vérifier ce qui se fait localement sur le plan provincial. Les missi dominici sont toujours au nombre de 2 pour éviter que l'un des deux ne puisse d'ailleurs se faire acheter, corrompre par ces hauts fonctionnaires que sont les comtes sur le plan local. Il y a un laïc qui est lui-même un comte et d'autre part un dignitaire ecclésiastique qui est un évêque. Et ils sillonnent ainsi l'Empire et transmettent régulièrement des rapports à l'empereur. Si il s'avère que la gestion d'un comte n'est pas bonne, qu'il a mal agi, qu'il n'a pas été équitable, qu'il n'a pas levé les amendes comme il aurait dû le faire, lorsqu'il n'a pas exécuté les travaux dont il avait la charge, dans ce cas-là, des sanctions pouvaient être prises. Parmi ces sanctions, il y a tout d'abord, je dirais,
en bas de l'échelle, le déplacement. Ben, on peut déplacer un fonctionnaire, comme c'est toujours le cas aujourd'hui, en estimant que, bon, ben voilà, hein, ça lui apprendra, d'autant plus, n'oubliez pas que le comte, quand même, il a un patrimoine immobilier dans une région, il n'en a peut-être pas dans d'autres, donc c'est un souci pour le comte. Il peut y avoir une deuxième mesure, qui est la révocation pure et simple. Et enfin, la mesure, évidemment, en allant crescendo, la mesure qui vient ensuite, c'est très grave alors, c'est la confiscation des alleux. Les alleux, ce sont donc ces terres libres qui appartiennent donc en propre au comte et qui lui donnent des revenus en tant que propriétaire foncier. J'en arrive maintenant à la position sociale des comtes. On a vu que c'était des personnages considérables, tant par les compétences qu'ils exerçaient, beaucoup plus importantes que celles d'un préfet aujourd'hui dans un département. On a vu aussi que c'était des hommes qui ne manquaient pas de moyens, ils avaient des revenus en tant que fonctionnaires et en tant que personnes privées. Quel était donc leur statut? Eh bien, tout d'abord, en tant que comte, en tant que fonctionnaires, hauts fonctionnaires, ils avaient un statut particulier. Mais ce statut, va évoluer dans le temps. Et ça va nous amener bientôt à la féodalité. En effet, les comtes avaient un bénéfice, on l'a vu tout à l'heure, et ce bénéfice, et cet honneur, ce sont deux choses différentes, était, c'est tout à fait logique pour un fonctionnaire qui est nommé, mais qui est aussi révocable, ces charges étaient viagères, c'est-à-dire qu'elles ne duraient, elles étaient attachées directement à la personne qui exerçait la fonction, et une fois que celui-ci décédait, eh bien, que cette personne décédait, c'était une autre personne qui n'appartenait pas spécialement à sa famille qui était désignée. Or, il se fait que ces charges vont devenir progressivement héréditaires. C'est ce qui apparaît dans un capitulaire très célèbre, qui est le capitulaire, c'est-à-dire une loi, de Quierzy-sur-Oise, promulguée par l'empereur Charles le Chauve, donc à Quierzy-sur-Oise, en 877. Ceci, évidemment, résulte d'un processus qui déjà se mettait en place à l'époque de Charlemagne, mais qui, à un moment donné où l'Empire est affaibli par les fameuses invasions normandes, mais qui n'expliquent pas tout, parce que les causes exogènes ont accéléré un processus, mais l'Empire lui-même, ou en tout cas le pouvoir central dans l'Empire, était déjà en voie de décomposition, sinon rapide, mais du moins le pouvoir central était déjà affaibli. Et c'est dans ce rapport de force entre l'empereur d'une part et d'autre part les comtes d'autre part que ce capitulaire de Quierzy-sur-Oise a été promulgué. Tout ceci, on le voit, va participer de cette féodalité dont on va beaucoup parler au Moyen-Âge classique, 11e, 12e, 13e siècle, mais qui trouve sa source, bien sûr, à l'époque carolingienne, c'est-à-dire 2 siècles plus tôt.
Deuxième élément, je viens de vous parler ici du statut de l'honor. Maintenant, il faut voir que la charge de compte va s'inscrire dans la constitution d'une caste, d'une véritable caste aristocratique. On a vu que les comtes possèdent un patrimoine foncier, un patrimoine immobilier dans la province, dans la circonscription administrative dont ils ont la charge, les comtés, et que cela leur permet de renforcer leur assise locale. Assise locale qui ne manque pas de rendre plus forte, oui, de renforcer en acquérant à la suite de mariages, à la suite d'achats, à la suite d'usurpation aussi, parce que l'usurpation était fréquente à cette époque-là, les comtes vont donc se constituer des patrimoines fonciers de plus en plus importants. Ils ne seront donc pas seulement, surtout à partir du moment où l'hérédité devient la règle, ils ne seront donc pas seulement des personnages politiques importants qui disposent d'une partie du pouvoir royal en tant que fonctionnaires, encore à cette époque-là, mais sont aussi des gens riches, riches en terre, puisque la richesse à cette époque se mesure au patrimoine foncier, et non pas, comme lors des siècles ultérieurs, dans le courant du Moyen-Âge, à partir du XIIIe, XIVe, XVe, où là, les fortunes se mesurent à l'aune d'espèces sonnantes et trébuchantes. Mais nous sommes à ce moment-là dans une toute autre période. On voit dès lors que, comme je le disais il y a quelques minutes, que s'installent ainsi des individus, des familles, les familles, qui, parce qu'ils disposent d'une assise économique et parce que leur charge publique devient héréditaire, pourront, le jour où les royaumes issus du partage de l'Empire carolingien, eh bien, ces individus, ces familles vont constituer de véritables principautés territoriales à partir du Xe, XIe siècle. À ce moment-là, lorsqu'on parlera d'un comté ou d'un duché, il ne s'agira plus, même s'ils tirent de là leur origine, il ne s'agira plus de circonscriptions administratives, il s'agira véritablement de territoires dirigés par des comtes ou des ducs qui vont progressivement accaparer toutes les formes, et pas seulement les formes, du pouvoir régalien. Ils vont pouvoir lever des impôts, mais non plus au profit du roi ou de l'empereur en Allemagne, du roi de France ou de l'empereur en Allemagne, mais à leur profit. Ils vont battre monnaie, ils vont avoir leur propre armée, leurs propres troupes. Donc ce seront de petits États. Et c'est ainsi que, dès le Xe siècle, on a pu dire que la Flandre ou la Normandie sont en fait, dans les faits, des États. Les États modernes tels qu'ils vont se construire à partir du XIIIe et du XIVe siècle sont en fait dans la filiation de ces principautés territoriales et n'ont pas été construits, contrairement à ce qu'on lit souvent,
contre ces principautés territoriales, je veux dire sur le plan conceptuel. Les comtes dans l'Empire carolingien vont être rarement déplacés et rarement révoqués. Pourquoi? Parce qu'en fait, les puissants et le personnel compétent, à l'époque qui nous intéresse, est relativement rare, et même très rare. Et c'est la raison pour laquelle il est extrêmement difficile pour l'empereur de trouver des remplaçants aux comtes que l'on déplace ou que l'on limoge. Et si l'on veut déplacer ou limoger un comte, le révoquer autrement dit, suite à la pression qui peut exister sur le plan local, on est presque toujours obligé de prendre quelqu'un dans son entourage. Car il faut imaginer cette société à l'époque carolingienne, où les puissants sont très liés entre eux, et quand une famille possède un pouvoir, elle ne tient pas à le lâcher. D'autant plus que les comtes étaient désignés la plupart du temps dans la noblesse austrasienne, c'est-à-dire dans l'entourage élargi de Charles lui-même. C'est ainsi qu'on voit apparaître de véritables lignages qui se mettent en place à ce moment-là et qui rejoignent ce que j'expliquais tout à l'heure quant à la formation, ou plutôt le renforcement de ce système vassalo ou féodo-vassalique qui se met en place à l'époque carolingienne. J'espère ainsi avoir fait le tour de ce chapitre sur l'administration provinciale. Je n'ai pas l'intention ici de reprendre toute la bibliographie introductive que j'avais présentée à la fin de mon exposé sur les institutions de l'époque carolingienne, et je ne vais montrer ici que quelques rares ouvrages, volontairement, qui permettront d'aller plus loin. Tout d'abord, le petit dictionnaire, le petit lexique, rédigé par Robert Delors et qui s'intitule Charlemagne. Il devrait s'appeler l'Empire carolingien. Alors, je ne sais pas pourquoi Robert Delors a donné ce nom-là. Peut-être dans cette collection, il y avait des noms de personnages importants, de souverains, mais ce qui est sûr, ah voilà, c'est parce qu'en fait cette collection s'intitule Le Monde de. Donc en fait c'est Le Monde de Charlemagne. Donc c'est peut-être plus compréhensible. C'était publié aux éditions MA. Donc un excellent petit lexique, même si j'y ai trouvé un certain nombre de bizarreries, en particulier dans la liste alphabétique qui se trouve page 194 et qui reprend l'ensemble des 250 comtés de l'Empire carolingien. La situation de la Neustrie me paraît un petit peu bizarre, par exemple, parce que du coup j'ai évidemment cherché sur la carte qui est donnée pages 72 et 73 de ce même lexique, carte qui est intitulée L'Empire carolingien, comté entre parenthèses Pagny, et je ne vois pas très bien pourquoi la Neustrie est située, je regarde encore une fois, 47, j'ai peut-être mal regardé tout à l'heure. Non, je n'ai pas ici sous la main, mais enfin, la Neustrie ne me semble pas du tout correspondre à sa situation réelle. Je vous montre cette carte.
donc la carte des comtés. Alors, un petit ouvrage dont je vous ai montré une autre édition dans le cours précédent. Qu'est-ce que la féodalité par Franz ou François-Louis Gansov, donc le successeur de Pirenne à l'université de Gand. Je vous montre ici une très vieille édition dans la collection Lebègue. Voilà. Alors c'est un petit ouvrage ancien, mais qui est très pédagogique, et c'est la raison pour laquelle on l'a réédité à de très nombreuses reprises. C'est un ouvrage, en dernier lieu, à ma connaissance, c'est la dernière édition, c'est celle publiée dans la collection Pluriel en Hachette, qui est une édition de poche, ça date d'il y a quelques années. C'est un ouvrage extrêmement didactique, où tout est expliqué de manière extrêmement simple et rigoureuse. Je vous l'ai montré, je ne sais plus. L'ouvrage de Bruno Dumézil a été édité chez Talandier et permet de voir quelle place occupent les contes de l'époque carolingienne dans l'histoire de la fonction publique du Haut Moyen-Âge, et même en partant du Bas Empire romain. Cet ouvrage s'intitule « Servir l'État barbare dans la Gaule franque, 4e-9e siècle ». Et enfin, pour terminer, une grosse brique d'un grand médiéviste allemand qui a dirigé, entre autres choses, l'Institut historique allemand de Paris, que j'ai connu dans les années 80. Alors, il s'agit de Naissance de la noblesse, de Karl Ferdinand Werner, qui est un spécialiste qui était un spécialiste du Haut Moyen-Âge. Publié donc chez Fayard. J'ai dit.